Et nous, on est là pour s'assurer que les règles sont respectées et qu'on n'est pas face à ce qu'on appelle du greenwashing. Si les produits qui vous sont vendus comme verts, nous, notre rôle, c'est de s'assurer qu'ils sont Qu'ils sont vraiment vraiment. verts. Bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois une femme de pouvoir, mais surtout une femme d'impact. Marianne Barba-Layani est la première femme à présider l'autorité des marchés financiers. Une haute fonctionnaire, une experte de la régulation, une actrice majeure de notre économie, mais aussi quelqu'un qui porte une vision, celle d'une finance plus éthique, plus transparente, plus durable. Avec elle, on va parler régulation, finance verte, place de la femme, pouvoir d'agir, mais aussi parcours, engagement et peut-être même doutes et convictions personnelles. Parce que derrière les titres, il y a toujours une voix. Et aujourd'hui, on va l'écouter. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre magnifique bureau qui donne sur la place de la Bourse à Paris. Je suis ravie. Donc vous êtes la présidente de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Est-ce que, par exemple, si on se retrouvait autour d'un café, dans des mots simples, comment vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, sur l'autorité elle-même, l'autorité des marchés financiers, c'est ce qu'on appelle le gendarme de la bourse Ouais. en langage commun. Et c'est l'autorité qui s'assure fondamentalement que les marchés de capitaux, mais c'est un terme qui est un peu abstrait en fait, Ouais. fonctionnent bien et que les investisseurs ils sont bien protégés. Et donc, ça veut dire notamment les marchés boursiers au sens boursier. Alors malheureusement, le beau bâtiment qui est sous mes fenêtres, qui est l'ancienne bourse, n'est plus une bourse puisque maintenant tout ça est dématérialisé. Donc la bourse existe toujours, il y en a même plein d'ailleurs, mais donc c'était effectivement le sens traditionnel de cette mission et qui s'est étendu progressivement à un certain nombre d'autres acteurs. Donc nous nous occupons aussi non seulement des opérations sur les marchés, c'est-à-dire lorsqu'il y a une société qui fait une OPA sur une autre, et cetera, ou qui veut se coter tout simplement, mais nous supervisons aussi, et j'expliquerai ce que veut dire la supervision, ce qui est Oui. une façon de dire surveiller en fait, un certain nombre d'acteurs financiers, qui sont notamment les sociétés de gestion qui gèrent des fonds d'investissement, mais aussi les infrastructures de marché, donc les gens qui s'occupent de la bourse au sens large. Les gens qui font du crowdfunding, ça c'est D'accord. nouveau en fait, c'est relativement nouveau. On en parle beaucoup avec les startups, On en parle beaucoup, l'entrepreneuriat aussi justement, donc aujourd'hui. ça c'est aussi nous qui nous assurons, qui les agréons et les supervisons et je D'accord. reviendrai là-dessus. Et puis, des acteurs qui sont très connus et très à la mode aussi, qui sont les acteurs qui, proposent ce qu'on appelle des actifs numériques, c'est-à-dire, en bon français, des cryptoactifs. Voilà. D'accord. Et donc, on a ce rôle-là qui est non seulement de s'assurer que les entreprises qui vont en bourse et qui font de l'information financière le font correctement, respectent les règles, notamment la bonne information et l'égalité d'information pour les investisseurs. Vous et moi, si on a envie, enfin moi je peux pas parce que j'ai pas le droit, mais vous, si vous avez envie d'investir en bourse, Donc pour les particuliers, ça pour les s'adresse aussi. particuliers, pour tous ceux qui investissent en bourse, s'assurer que D'accord. l'information dont ils disposent est correcte et qu'un certain nombre de règles de fonctionnement des marchés sont, bonnes. Et puis pour tous les autres acteurs que l'on supervise, c'est des acteurs, par exemple, une société qui veut se mettre à faire du crowdfunding. Nous allons d'abord l'agréer, donc nous allons vérifier qu'elle remplit des conditions qui sont Mmh. fixées en général par des textes européens d'ailleurs maintenant, D'accord. pour 90 de notre activité est réglementée au niveau européen et ensuite nous allons la superviser. C'est-à-dire que nous allons nous assurer que dans le temps, elle continue à bien se comporter et qu'elle respecte les règles, qui sont notamment destinées à protéger les investisseurs. C'est ça le cœur de Bien notre sûr. mission, c'est ça. Et si elle se comporte mal, nos enquêteurs ou nos contrôleurs peuvent aller sur place et in fine, ça peut aboutir à une sanction. Donc ça, c'est grosso modo la façon dont nous agissons. Juridiquement, nous sommes une autorité indépendante. C'est très important. Ça veut dire que nous ne recevons jamais de consignes Du du gouvernement. gouvernement sur ce que nous devons faire, que ce soit notre activité quotidienne ou les activités Il n'y a un pas peu de exceptionnelles. reporting, de rapport, Non, alors nous avons un membre de la direction générale du Trésor qui siège à notre collège, qui est l'instance D'accord. fêtière de l'AMF, mais sans droit de vote. La seule OK. chose qu'il ou elle peut faire d'ailleurs, c'est de demander une deuxième délibération si la décision semble contestable. Mais si la deuxième délibération confirme la première,
voilà, nous continuons notre travail et donc nous sommes, une autorité indépendante, ça c'est très important, c'est Mmh. le statut général des régulateurs de marché partout dans le monde et c'est aussi une garantie pour la bonne protection des investisseurs. Il n'y a pas d'interférence avec notre action. De ce fait, je ne suis pas un autocrate, je suis pas D'accord. toute seule en train de décider de ce qui se Oui. passe et Dieu merci. Donc moi, je suis essentiellement et mon premier rôle, c'est de présider un collège qui est Mmh. composé de 16 personnes qui ont été nommées par différentes autorités, le Parlement, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le ministère des Finances, et D'accord. le Conseil économique et social et environnemental et ces personnes, vont prendre des décisions collégiales. OK. Voilà Très et donc intéressant. en 2 mots, voilà ce qu'on fait, plus tout le prolongement de cette activité au niveau européen et au niveau international où nous sommes très engagés aussi et on pourra en parler si ça vous intéresse. Ça avec plaisir et d'ailleurs, Marianne, vous êtes la première présidente C'est vrai, de l'Autorité des marchés financiers. j'espère que je ne serai pas la dernière. Vous montrez justement le chemin. Est-ce que pour vous, c'est, une pression ou au contraire une opportunité d'ouvrir la voie vers d'autres, profils Alors, comme vous? d'une certaine manière, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre Ouais. parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait des choix dans ma carrière et que j'ai décidé de postuler à telle ou telle fonction, je ne l'ai jamais fait en me disant: «Je suis une femme, donc je peux ou je peux pas». J'ai toujours fait parce que ça m'intéressait et que j'estimais que j'étais une personne et que si cette Au-delà personne du genre. avait Ouais. au-delà du genre, avait les compétences et les caractéristiques nécessaires pour assumer cette fonction, eh bien, il n'y avait pas de raison que je ne sois pas candidate. Après, je me suis Génial. rendu compte a posteriori souvent, Mmh. effectivement, que c'est pas la première fois que ça m'arrive d'être la première femme à exercer les fonctions que j'exerce et de fait, j'espère que ça banalise le fait Mmh. que, ce qui compte, c'est la fonction et la capacité de la personne à assumer les fonctions et que c'est pas de se demander si une femme est capable de, parce que c'est quand même comme ça Exactement, ouais. que les questions peuvent se poser. C'est vrai qu'il y a toujours une question de quota avant de voir la compétence de la personne. Et ce que vous me disiez un peu plus tôt en off, c'était que d'ailleurs, à compétence égale et à fonction égale, Mmh. on a tendance, vous pouvez me le reformuler, à appeler par, donc le prénom. Ah oui, ça c'est effectivement des petits irritants, je Ouais. dirais. C'est pas bien grave, mais Non, mais c'est important d'en c'est parler. quand même un petit truc. C'est que très souvent, quand je suis dans des événements publics, je remarque que, c'était pas moi d'ailleurs qui était, concernée, hein, le sujet dont on parlait tout à l'heure, Oui. qu'il y avait une table ronde où il y avait une femme et plusieurs hommes et que la personne qui animait la table ronde appelait la femme par son prénom et appelait les hommes par leur fonction. Alors cette dame, elle n'était pas là juste parce qu'elle s'appelait, Janine ou Françoise. Elle était là parce qu'elle avait des fonctions et donc je trouvais que et finalement ça m'a choquée au bout d'un moment. Je me suis dit: «Mais pourquoi?» Alors à moins que évidemment ils se connaissent, mais bon, c'est un peu récurrent comme situation. Donc je trouve qu'il y a des petits trucs, Oui, franchement, si. qui donnent le sentiment qu'on ne traite pas les femmes exactement au même niveau que les hommes. À compétence égale pourtant. À compétence égale, puisqu'elle était là, encore une fois, pour Bien sûr. incarner, je sais pas, telle entreprise ou telle institution, dont elle était la chef ou la directrice de la fonction qui était pertinente pour le sujet. Donc voilà, bon, honnêtement, c'est pas bien grave, mais je trouve que ça donne un sentiment effectivement que, Un sentiment d'un on n'a peu pas exactement d'infériorité. la même, attitude en fait, en tout cas envers les femmes. De temps en temps, Mmh. c'est de moins en moins le cas, mais il y a des petites rémanences comme ça qui sont un peu irritantes. Et justement, dans un monde de la finance qui est très, complexe et très masculin, comment faire sa place quand on est une femme? Comment vous arrivez à Alors vous imposer, je distinguerais les 2 choses. D'accord. Oui, c'est un monde complexe et qu'il est de plus en plus parce que, il y a de la digitalisation, il y a Mmh. l'utilisation de modèles mathématiques, il y a une réglementation qui est d'une complexité effroyable. Mais ça, pour moi, ça n'a aucun genre. C'est-à-dire que Mmh. je pense que les femmes sont tout à fait capables de s'adresser à tout, de traiter tous les sujets, même les plus complexes. Voilà. Après, c'est vrai que historiquement, c'est un univers, comme tous les lieux où il y a du pouvoir et de l'argent, qui est un Mmh. univers plutôt masculin. Et comme tous les lieux où il y a du pouvoir et de l'argent, ceux qui le détiennent, et c'est plutôt des hommes, historiquement, n'ont pas très envie de laisser Leur des place. nouveaux entrants ou des nouvelles entrantes prendre leur place. Donc c'est pas si simple. Donc ça évolue, mais ça évolue pas de manière, très rapide.
Même si, très objectivement, moi j'ai vu des évolutions absolument phénoménales. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours travaillé dans un univers qui était proche du milieu financier. J'ai Mmh. commencé dans l'administration, mais à la direction générale du Trésor qui s'occupe justement de réglementer notamment le monde de la finance. J'ai travaillé aussi directement dans des entreprises et en tout cas, par rapport aux années 90 où moi j'ai commencé à travailler, où, il y avait pas de femmes ou très peu. J'imagine. Et maintenant, c'est une révolution qui s'est produite. Pour moi, c'est un changement aussi important dans l'univers de travail que je fréquente que la digitalisation. Quand j'ai commencé, on commençait depuis quelques années à avoir des ordinateurs, mais c'était compliqué. Les gens n'avaient pas chez eux. On était obligé de revenir le samedi quand on n'avait pas fini Ouais, c'est vrai. son boulot parce C'est qu'on vrai. n'avait pas d'ordinateur à la maison. Enfin, des trucs qui paraissent lunaires maintenant. Bon, eh bien, je trouve que le monde du travail a été révolutionné par le digital, c'est clair. Aujourd'hui, tout se fait par digital, et dans le même temps, de manière peut-être un peu plus silencieuse Mmh. finalement, on a vu progressivement plus de femmes, plus de femmes accéder à des fonctions de responsabilité et ça s'est presque banalisé. Alors, pas totalement et malheureusement en partie grâce aux quotas, mais néanmoins ça s'est fait et le monde s'est pas effondré. Oui, donc Les ça veut dire entreprises que françaises, qui sont paritaires, maintenant leur conseil d'administration depuis la loi Copé-Zimmermann, donc il y mmh, a plus de 10 ans, sont, très bien valorisées, celles qui sont cotées en bourse, on le voit nous, à l'autorité des marchés financiers. Donc il faut se détendre, ça s'est bien passé, voilà. et c'est génial et bravo de casser les codes parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on montre le chemin aussi. Si on revenait à la Marianne, enfant, adolescente, Mmh. comment vous y étiez? Est-ce que vous saviez déjà, que, vous aviez un rapport avec, l'argent, la gestion monétaire, financière particulière ou, Pas du pas tout. spécialement, non? Pas du tout, je pense que franchement, les choses se sont faites, de par essentiellement le résultat de mes études, en fait, Mmh. et plus précisément, quand je suis, sortie de l'ENA, qui existait encore à l'époque, hein, c'est une école qui Oui. a disparu. J'avais un certain nombre de choix parce qu'il y avait un rang de classement et donc je me suis beaucoup intéressée, au premier poste que j'ai pris à la sortie de l'ENA, qui était un poste qui s'occupait, qui s'appelait le Club de Paris Mmh. et qui était un poste, un peu international. Je m'intéressais beaucoup aux sujets internationaux et ce poste consistait à renégocier la dette des pays, très endettés. Voilà. D'accord. Et donc je me suis retrouvée en fait, à la direction générale du Trésor, dont je connaissais vaguement l'existence et cetera. Mais non, pour vous répondre de manière brève, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, pas du tout. Pas du tout. Moi, je viens d'un milieu, comme beaucoup de Français, mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient des petits artisans ou des paysans. Oui. Puis après, c'était des Auvergnats, donc ils étaient pauvres, ils sont montés à la ville, et il y en a qui sont la génération d'après, il y en a qui sont devenus instits. C'était D'accord. le mode de promotion, Oui. «sociale» entre guillemets à l'époque, hein. Ils auraient aussi bien pu devenir, cafetiers à Paris, hein. C'était la D'accord. la grande, Grande la mode. grande, chose qui se faisait et en fait, bah, voilà, de fil en aiguille, les gens ont pu commencer à accéder aux études et effectivement à réussir au travers de ce qui étaient les voies classiques de la méritocratie républicaine. Donc d'abord, effectivement, l'école normale, hein. À Mmh. l'époque, les gens, devenaient, professeurs et ça a été le cas de mes parents et puis moi, bah, j'ai fait l'ENA et je suis rentrée dans le service public, et je suis d'ailleurs une fidèle du service public, même si j'ai D'accord. eu une carrière avec plusieurs Casquette, vous avez été casquettes et cetera. au Parce que gouvernement aussi? j'ai été au cabinet ministériel. Mmh. J'ai fait 2 fois du cabinet ministériel. D'abord à Bercy, qui était ma maison d'origine, donc j'ai été conseillère Europe de Christian D'accord. Sauter il y a Mmh. très longtemps. Et j'ai été, directrice adjointe du cabinet du Premier ministre il y a une petite dizaine d'années aussi, donc ça remonte un peu. Mais, oui, j'ai eu cette opportunité qui est pour moi une très grande fierté, une opportunité très importante qui m'a été donnée de jouer un rôle assez direct, dans la gestion des affaires de mon pays et je suis très heureuse d'avoir pu le faire. Et justement, le fait que vous ayez navigué entre la haute administration, le gouvernement, les institutions, publiques aussi, ça doit faciliter vos relations justement de régulation, du marché français, quand vous collaborez avec le gouvernement?
Alors un oui, petit peu? parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre de gens, pas que le gouvernement d'ailleurs, hein, nous sommes, en tant qu'autorité indépendante, on est en relation avec le gouvernement, mais aussi avec le Parlement. D'accord. Donc il y a des gens que j'ai eu l'occasion de croiser à d'autres moments de ma carrière, ça c'est OK. sûr. Donc ça peut faciliter effectivement Vos relations? les contacts. Ça me permet aussi, parce que j'ai eu une carrière, à la fois dans le public et dans le privé, de bien comprendre comment raisonnent les gens qui sont en face de moi, donc c'est parfois extrêmement utile, parce que les raisonnements ne sont pas les mêmes, dans le Pas les secteur mêmes public enjeux, et hein. dans le secteur privé, donc c'est des codes que je Mmh. comprends et que je suis capable de décrypter. Par exemple, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui vient me lobbyiser, je m'en rends Ah, assez facilement compte, alors peut-être pas toujours, il faut pas non plus se surestimer, mais je vois assez bien comment les uns et les autres raisonnent. D'ailleurs, chacun défend des intérêts qui sont légitimes. Les entreprises sont très utiles dans ce pays. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'il y a, un monde diabolique qui est le monde du privé et des entreprises. On est surtout bien que content qu'ils génèrent, beaucoup d'argent et qu'on ait, des grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent parce que ça nous permet de financer notre modèle social. bien sûr. C'est exceptionnel et qu'il faut préserver. Ça nous permet de financer, nos routes, nos écoles et cetera, et ça nous permet aujourd'hui, très important enjeu, de financer, et en tout cas il va falloir le faire, un effort de défense, renouvelé, et tout ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à avoir ce modèle dans lequel on a, des gens très performants, très bien formés. C'est un des atouts de la France, hein, on a des Mmh. gens très, très, très bien formés, qui viennent ensuite travailler dans les entreprises, gagner beaucoup d'argent et financer tout le reste. Et vous dites aussi que, il n'est de finance que durable. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ça, c'est vraiment, je crois, le fondement de la façon dont nous, Français, nous abordons, et je dis nous, Français, parce que je pense que c'est un peu collectif, D'accord. nous abordons le monde de la finance. Nous n'avons pas spontanément une passion pour la finance. Parfois, nous n'aimons pas la finance, ce qui Oui, est une c'est vrai que erreur, parce que la finance, elle est utile. mais ça fait peur. On a l'impression que c'est tellement compliqué quand on n'est pas dedans. Oui, mais ça, c'est vrai. En même temps, il y a beaucoup de gens qui Mmh. travaillent dans la finance, hein. Il y a des centaines de milliers de personnes, parce que quand on pense finance, on voit, marché financier, on n'y comprend rien et cetera. En fait, la finance, c'est aussi votre banquière, du coin qui va vous recevoir quand vous êtes en découvert et vous aider à passer une mauvaise passe, qui va vous aider à avoir un prêt immobilier et cetera. Donc, je pense que derrière le vocable finance, il y a beaucoup de choses. Bah, Et d'ailleurs, même la finance très sophistiquée, elle peut être aussi très utile parce que, par exemple, on entend le mot dérivé, on a peur. Mais les dérivés, c'est en fait une manière pour les entreprises, par exemple, qui achètent de l'électricité ou qui achètent des matières premières comme le blé, le café, et cetera, mmh, de prendre des couvertures. d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, se couvrir contre le risque que le prix de ces matières premières évolue ou que le prix des devises dans lesquelles ils vont, ou des monnaies dans lesquelles ils vont acheter ces matières premières évoluent. Et donc pour une entreprise, c'est fondamental parce Protection. que, c'est une protection. Si vous êtes, je sais pas, une grande entreprise qui fait de la boulangerie, vous achetez du blé, normalement, Ouais. voilà. Et bien, si le prix du blé évolue considérablement, ça peut mettre votre entreprise par terre. Donc les marchés financiers vont vous offrir des protections contre ces sujets-là. Et après, évidemment, bon, ça peut être complexe, et cetera, mais nous, la Français, nous avons cette vision d'une finance d'abord utile, c'est-à-dire qu'on se Mmh. pose quand même beaucoup plus que d'autres la question du financement de l'économie réelle. C'est comment la finance, elle va financer, la défense, par exemple, l'industrie de défense, grand sujet en ce moment, comment elle va financer les PME, comment elle va financer les particuliers. Et puis, il y a la question de la durabilité, sur laquelle nous avons aussi, une vision assez long terme, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision des marchés financiers comme étant plutôt là pour financer sur le long terme, trouver, un équilibre et pas être, entre guillemets, sur des coûts, D'accord. et effectivement, être là pour accompagner l'économie. Et l'économie, c'est quoi? C'est les entreprises, c'est les particuliers, pour, les associations, tous ceux qui ont besoin de financement, parce que la finance, c'est un accélérateur. Si je prends l'exemple d'un particulier comme vous voulez acheter un appartement, il y a 2 solutions. Soit vous attendez d'accumuler petit à Mmh. petit le prix de l'appartement. Enfin, il y a 3 solutions. Vous êtes riche, bon, Ouais, d'accord, ouais. très bien, pas de problème. 2e solution, vous travaillez pendant 20 ans, puis après vous pouvez envisager d'acheter un Mmh. appartement. Et troisième solution,
vous empruntez et vous remboursez ensuite. Mais entre-temps, vous avez votre appartement et vous Bien sûr. constituez un patrimoine. Et on parle justement de finances responsables, de durabilité, Oui, et c'est le cas de plus en plus avec notamment des fonds d'investissement oui. qui justement investissent dans des causes environnementales, durables. Est-ce que vous avez des critères spécifiques pour pouvoir réguler tous ces investissements-là? Bien sûr, parce que effectivement, la finance durable, alors là, au sens plus d'abord environnemental, mais il y a aussi d'autres critères, hein. Il peut y avoir des D'accord. critères sociaux aussi, de respect des droits humains, et cetera. Mais c'est vrai qu'au cours des dernières années, pour des raisons évidentes, parce Mm. qu'on voit bien que le dérèglement climatique, c'est une réalité quotidienne et que, il faut s'en occuper et le plus vite sera le mieux et le plus puissamment sera le mieux et la finance est là aussi un accélérateur considérable parce que si vous orientez les financements au bon endroit, c'est-à-dire vers les entreprises qui vont faire des efforts de transition et ça coûte, il faut le financer ça. Si vous, êtes une entreprise de production d'électricité et que vous avez 80 de votre électricité qui vient du charbon et que vous voulez passer à des énergies durables, il y a un coût énorme et ça, il faut que la finance l'accompagne. Donc D'accord. ensuite, nous, comment est-ce qu'on agit? Alors d'abord, la finance durable, c'est une de nos 6 grandes priorités stratégiques, hein. C'est très important pour nous et c'est vrai que, Paris, au sens France, la place de Paris, mais on parle aussi des accords de Paris, hein, en Mhm. matière de durabilité, a joué et continue à jouer un rôle moteur dans ce domaine-là. Et donc, effectivement, il y a des critères qui ont été définis, alors essentiellement d'ailleurs au niveau européen. Maintenant, il y a tout un corpus de règles européennes et nous, on est là pour s'assurer que les règles sont respectées et qu'on n'est pas face à ce qu'on appelle du greenwashing. C'était ma question d'après. C'est exactement ça, mais ça fait partie du dispositif parce que évidemment, on pourrait se dire: «Il y a une mode de la finance durable» et il y a Mm. une mode et il y a donc une demande. Donc les investisseurs Bien vont sûr. aller voir leur, conseiller financier, leur banque et cetera. Ils vont dire: «Je voudrais investir dans des produits «verts» entre guillemets». Mm. Donc si les produits qui vous sont vendus comme verts, nous, notre rôle, c'est de s'assurer qu'ils sont Qu'ils sont vraiment vraiment. verts. Et donc, il y a eu tout un travail considérable, en fait, de définition de critères et aussi de vérification possible pour s'assurer, effectivement, Oui, que de la quand on vend quelque sincérité. chose de vert, on n'est jamais obligé d'acheter vert, jamais obligé de vous vendre quelque chose de vert, mais quand on vous vend quelque chose de vert, nous, on va s'assurer que c'est vraiment vert. Voilà, pour simplifier un petit peu la façon dont on travaille. Non, c'est hyper intéressant et même pour les particuliers parce que quand on veut investir auprès justement d'un PEL, d'une assurance vie ou autre, pareil, de plus en plus de personnes souhaitent s'orienter C'est vers vrai. de l'investissement justement vert et il y a beaucoup de greenwashing et donc c'est important de savoir si on ne se trompe pas. C'est vrai et c'est vrai qu'il y a une forte demande. Donc ça, on le constate, nous, hein, dans toutes les études et enquêtes que l'on fait, il y a une Mm. forte demande de produits durables. Et donc là, d'abord, c'est très bien parce que les professionnels de la finance, ils vont Mm. travailler pour répondre à la demande de leurs clients. Ce sont avant tout des gens qui répondent à la demande de leurs Bien clients. sûr. Donc plus les clients vont pousser dans ce sens-là, plus effectivement les choses vont évoluer et plus effectivement il va y avoir des flux de financement qui vont aller plutôt vers l'entreprise énergétique qui, partant d'un mix énergétique à 80 de charbon, Ouais. veut aller vers, 10 de charbon ou zéro, que vers celle qui a 80 de charbon, qui est très contente et qui ne va pas bouger. Et donc ça, Effectivement. les investisseurs, ils ont un rôle très important à jouer parce qu'effectivement, ils expriment une demande forte, la finance, qui encore une fois va jouer un rôle d'accélération très fort, va répondre à cette demande. Et donc, ce qui va se passer, c'est que normalement, à un moment, même les 80 de charbon qui sont très contents avec leurs Mm. 80 de charbon, ils vont avoir du mal à se financer. Et donc, ils vont se dire, bon, bah là, il va falloir rouger parce qu'autrement, le coup d'après, quand on va vouloir lever des fonds, on Ça ne va pas passera y pas. arriver. Et donc, ça, c'est vrai que la finance, on voit bien à quel point elle est au cœur de tous les enjeux. Pour ça que pour moi, on a tort quand on ne s'intéresse pas à la finance, parce que la finance, elle est au cœur de tout. On le disait d'ailleurs, à l'argent est le nerf de la guerre. On le Bien voit sûr. bien aujourd'hui, hein, tous les hommes politiques européens se rendent compte qu'on va avoir besoin, et le disent à leur peuple, on va avoir besoin de financer davantage notre défense. Bon, financer, ça veut dire trouver de l'argent supplémentaire
ou bien se dire qu'on fait des choix, etc. Et donc, il faut s'intéresser à ça, et les investisseurs le font de plus en plus, notamment au bénéfice du développement durable, et c'est très bien. Et nous, encore une fois, notre rôle, c'est de nous assurer qu'il y a des règles claires, ce qui n'est pas évident, hein. C'est un domaine qui n'est pas d'une facilité absolue, et surtout que les gens ne mentent pas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le greenwashing, c'est je vous ai vendu un produit Bien durable, sûr. en fait, pas du tout, ça finançait le gars qui fait ses 80% de charbon Ouais, et qui avec s'en des lave les mains. Voilà. énergies fossiles. Et justement, vous avez aussi un rôle à jouer, j'imagine, auprès des particuliers en termes de pédagogie Oui. pour aider à investir, que ce soit dans des fonds durables ou non, mais pour les accompagner. Est-ce que vous Nous, pouvez on nous a en un dire énorme plus? rôle. D'ailleurs, c'est la loi qui nous confie ce rôle-là, de la D'accord, protection de l'épargne qui investit sur les instruments financiers. Et donc, on a un énorme rôle vis-à-vis des particuliers. D'abord, je dirais que ça va de la compréhension des comportements des particuliers et jusqu'à la protection. d'accord. Il faut d'abord comprendre, d'abord parce que les particuliers, vous, moi, tous ceux qui sont autour de nous, ils évoluent. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas les mêmes comportements aujourd'hui que, il y a 10 ans. Et donc, on a fait un énorme travail pour comprendre ce qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Parce qu'on a repéré qu'il y a un peu plus d'1 million de personnes qui se sont mises à investir sur les marchés, sous des formes diverses et variées, depuis le Covid. Et ces gens-là, ils sont plus jeunes. Ils vont, se renseigner différemment, c'est-à-dire qu'ils vont se renseigner plus sur les réseaux sociaux, plus, auprès d'influenceurs, par exemple, que, auprès du conseiller financier classique. Donc nous, on doit s'adapter. Donc on a adapté toute notre politique d'éducation financière, de communication à ces nouveaux investisseurs avec des campagnes de communication qui essayent de retenir, de s'adresser et de prendre les codes de ces nouveaux investisseurs. Et après, une fois qu'on a compris, qu'on a fait de la prévention et de l'éducation financière, évidemment, ensuite, on a tout un dispositif de protection des investisseurs. Le monde de la finance est un monde très régulé. Nous sommes un régulateur. Il y a des règles pour tout. Il y en a parfois un peu trop d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où trop d'informations tue Tu l'imposes. l'information, et où quand on cuisine les gens pendant 3/4 d'heure pour bien voir s'ils ont bien compris, pour leur bon, ça finit par être un peu contre-productif. Donc on travaille maintenant à la simplification, D'accord. mais néanmoins, il faut qu'on garde l'objectif. L'objectif, c'est que les gens aient la bonne information, qu'il y ait de la transparence sur un certain nombre de sujets, par exemple les frais quand vous investissez. Bien sûr. C'est des professionnels qui gèrent vos investissements, c'est normal qu'ils soient rémunérés. Mais il faut que ce soit transparent et que vous puissiez comparer et que vous puissiez choisir votre prestataire en sachant combien il vous coûte. Et puis, il y a aussi tout un tas de choses qu'on fait pour aider les investisseurs. Alors, le pire qu'on ait à gérer, c'est les arnaques. Et ça, c'est quelque chose qui explose. Mais c'est Surtout, aussi les gens qui ont tout simplement besoin de comprendre, d'accord. de choisir des investissements. Et justement, à l'époque des réseaux sociaux, donc vous faites appel à des influenceurs, donc vous vous adaptez vraiment pour communiquer avec les particuliers, pour la pédagogie et pour démocratiser un peu tous ces messages. Mais j'imagine qu'il y a énormément de dérives aussi Bien sûr. liées aux réseaux sociaux. Bien sûr, donc les réseaux sociaux, comme on le sait, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. La meilleure parce que, comme Michel Serres l'avait dit, aujourd'hui, vous avez tout le savoir du monde à la portée de main, Certainement. voilà, dans la main. Bon, donc c'est extraordinaire. C'est des choses qu'aucune génération avant nous n'a vécues, et donc c'est fantastique. Mais en même temps, si on a fait tout ça pour regarder des vidéos de chats toute la journée, c'est pas non plus C'est pas extraordinaire. Bon, mais enfin, après, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, et c'est aussi un problème parce que effectivement, ça a complètement révolutionné la façon dont les gens s'informent. On le voit dans le monde de l'information, de la presse, des médias, etc. Mais on le voit aussi, nous, dans le monde de la finance. C'est-à-dire que effectivement, on voit des gens qui vont sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs. Nous, on a beaucoup travaillé sur le monde de l'influence, hein. D'ailleurs, la France a été, comme sur la finance durable, finalement, très précurseur. On a une loi sur l'influence qui a été votée il y a à peu près 2 ans. Et autour de ce mouvement de prise en compte d'abord de la réalité, hein, les influenceurs, ils sont bien, pas bien, c'est pas tellement le problème, ils existent et donc ils ont un rôle. Bon. Et donc, nous, on a travaillé à un certificat de l'influence responsable en matière financière D'accord. avec l'ARP, qui est l'autorité de régulation du monde de la publicité, qui s'occupe donc aussi des influenceurs. Et puis, évidemment, il y a des dérives.
Et les dérives, nous, on passe notre temps, effectivement, d'abord à répondre aux particuliers qui malheureusement étaient victimes d'arnaques et aussi à les identifier sur les réseaux sociaux et à effectivement faire fermer des sites illicites, par exemple. Ça rentre dans votre scope aussi. Pardon? Ça rentre dans votre scope aussi. Ah, tout Tout à ça. fait, oui, oui, D'accord. oui, oui, non, on fait ça tout le temps. Alors, OK. peut-être pas assez parce que c'est un monde très vaste et sur lequel, voilà, on a une action qu'on essaye de rendre la plus efficace possible et donc, par exemple, comme je le disais, le monde de la finance, c'est un monde très réglementé. Mmh. Donc, on n'a pas le droit de vous vendre un produit financier si on n'est pas agréé. On peut être agréé par l'AMF ou on peut être agréé par la CPR, qui est notre autorité sœur en matière bancaire et assurance. D'accord. Et on peut être agréé éventuellement par une autorité européenne avec un passeport européen. Mais si on n'a pas ça, on n'a pas le droit de vous vendre un produit. Et donc, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on publie des listes blanches, c'est-à-dire la liste des gens qui sont agréés et qui ont le droit de vous vendre un produit, ce qui veut dire qu'ils sont quand même bien surveillés et que vous êtes Ouais. assez sécurisé quand vous adressez à eux. On publie aussi des listes noires en permanence. Les listes noires, c'est les acteurs non autorisés qui s'adressent à nos concitoyens et qui leur fourguent tout et n'importe quoi. Et donc ça, on essaye de leur donner des outils. Donc le réflexe, c'est d'aller voir On effectivement. peut consulter ces listes, Tout justement? à fait, elles sont sur notre site et on D'accord. peut les consulter. Donc ça, c'est C'est un premier intéressant, ouais. réflexe. Il faut en avoir d'autres parce que malheureusement, ça suffit pas. Le temps qu'un acteur illicite soit repéré et inscrit Ouais, sur notre liste on a noire, il une peut faire beaucoup absence. de dégâts. Donc, et puis après, il change de nom, il va ailleurs, etc. Mais c'est quand même un premier rideau, c'est-à-dire que c'est le feu rouge. Si vous avez zozo.com qui s'adresse à vous et qui vous propose le produit mirifique qui va vous enrichir tout de suite, bon d'abord, Bon. petit réflexe, on Ouais. a d'ailleurs un petit questionnaire très bien fait sur notre site qui s'appelle «Suis-je victime d'une arnaque?» et donc effectivement, en général, quand on vous propose un produit pas cher, sans risque, qui va faire de vous un milliardaire dans les 15 jours qui viennent, Il y a un loup, ouais. il y a probablement un loup. Bon, souvent, c'est un peu plus sioux que ça malheureusement, hein, donc Mais voilà. mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que même, on reçoit souvent des mails ou même des textos avec des liens sur lesquels il suffit de cliquer et ça, c'est important de savoir à qui Ça, on c'est catastrophique. s'adresse, ouais. C'est catastrophique, et il y a pas que dans le domaine de la finance, mais effectivement, il y a en permanence c'est des usurpations d'identité, en fait. C'est soi-disant votre banquier ou soi-disant la C'est vrai. poste ou soi-disant, Des personnes qui heu savent tout de nous aussi. alors oui, 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 qui C'est savent assez tout de incroyable. vous, qui vous appellent, qui vous convainquent que, soit il faut investir très vite. Alors ça, c'est aussi un signal rouge. Oui, quand il y a Quand on vous dit: «Il faut aller très vite», une alors là, pression, ouais. on vous met sous pression, là, vous reprenez votre souffle, vous dites: «Je vous rappelle». Alors on va vous dire: «Non, mais dépêchez-vous, c'est qu'aujourd'hui» et cetera. Enfin, tous les trucs qu'on fait pour vous mettre sous pression et en fait, vous empêcher de réfléchir parce qu'après, c'est essentiellement du bon sens et Bien souvent, sûr. malheureusement, la dématérialisation n'aide pas parce que si vous avez un énergumène qui se jette sur vous dans la rue en vous disant: «Donnez-moi 100 €, je vais vous Oui, là, on enrichir», va vous n'allez peut-être pas lui donner tout non, de suite. Si c'est sur internet, vous allez tout de suite vous dire: «Ah bah, peut-être», puis c'est bien fait, c'est très bien très fait. bien fait les montages, C'est très bien. plein de Donc communication. il faut vraiment faire attention et nous, on voit des situations tragiques ici parce que les gens nous écrivent. Les On a un particuliers, service enfin qui est ouvert aux particuliers. On voit des gens qui ont perdu toutes leurs économies. On a, évalué, à 29 500 € le montant moyen des arnaques qui nous sont signalées. C'est énorme, énorme, c'est énorme. énorme et il y a 15 des Français qui estiment avoir été victimes d'une arnaque. Donc c'est un vrai phénomène de société, c'est massif, il faut agir. Et nous, on fait La effectivement, pédagogie, la beaucoup de sensibilisation. choses, on essaie de renforcer nos pouvoirs et cetera, parce qu'on voit l'explosion de cet univers de l'arnaque qui concerne encore une fois pas que la finance, hein. Ça Bien peut sûr. être des livreurs, ça peut être Oui, la tout un tas de choses, mais c'est catastrophique et il faut vraiment que les gens soient conscients que, malheureusement, ils reçoivent un coup de fil, on dit, «Je suis votre banquier» ou «Je suis votre conseiller financier». Premier réflexe, c'est triste à dire, mais de se dire: «C'est pas lui». Mmh mh. C'est pas lui, donc je raccroche et j'appelle au bon numéro mon banquier et moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, hein, donc Et c'était une arnaque? c'était une arnaque, c'était pas mon banquier. Mais c'est le Incroyable. quotidien et les jeunes sont vulnérables, les personnes âgées sont vulnérables. Et donc, il y a tout un tas de techniques pour vous faire paniquer. C'est votre petit-fils qui vous appelle ou votre cousin, il est, coincé quelque part, on Au lui a fin tout fond, volé, ouais. il faut lui envoyer un virement et cetera et c'est, effectivement quelqu'un qui vous dit que votre carte a été piratée. Moi, c'est ce que j'ai eu, hein. Votre carte a été piratée, quelqu'un vient d'acheter pour 3 000 € chez Louis Vuitton. Ah!
Est-ce que c'était vous? Ben non. Et bah, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de faire opposition. Mais évidemment, pour faire opposition, il faut que j'ai les moyens de faire, et cetera. Donc moi, j'étais bien armée parce que je Bien connais tout évidemment, ça. vous savez pas à qui Mais je s'adresser. dois reconnaître, d'ailleurs, j'ai C'est bien laissé fait. se dérouler un petit peu la conversation, Ouais. c'était bien fait. C'était bien fait et au bout d'un moment, quand même, la personne, s'est rendue compte qu'il allait avoir un peu de mal à avoir mes codes d'accès à mon site bancaire. Mmh mh. Donc il m'a dit qu'il allait m'envoyer un mail que j'ai jamais reçu, D'accord. voilà, mais bon. Et justement, l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, est plus communément appelée le gendarme de la bourse. Oui. Est-ce que vous avez des petites anecdotes de sanctions, de choses qui se sont passées, Alors, on est confronté et quelque chose qui est un vrai sujet d'intérêt général, c'est qu'on est, par exemple, confronté à une explosion de ce qu'on appelle les réseaux d'initiés, qui sont des gens qui se procurent des informations privilégiées. Par exemple, telle entreprise va racheter telle autre. Si elles sont cotées, ça va avoir un impact sur le cours de bourse OK. et qui se débrouillent pour récupérer ce genre d'informations et Avant que ce soit investir officialisé? avant que ce soit officiel. Bon, ça, c'est répréhensible, ce qu'on appelle les abus de marché. Donc nous, on sanctionne. Bon, donc ce qu'on a remarqué malheureusement, c'est que ces réseaux d'initiés, qui sont souvent organisés de manière internationale, donc c'est pas des petits joueurs à la petite semaine, hein. C'est des gens qui, posent des problèmes très graves d'intégrité des marchés avec des millions, voire des dizaines de millions d'euros, voire davantage qui sont investis, avec des informations qui ont été volées ou récupérées par la D'accord. corruption et on se rend compte que ces réseaux sont de plus en plus, liés à la criminalité organisée. Donc c'est probablement devenu un des moyens de blanchir de l'argent en Mmh. utilisant les marchés financiers et en blanchissant de l'argent, en gagnant de l'argent Et en en plus. plus. Donc c'est vraiment l'horreur absolue et donc ça fait partie des choses qu'on a identifiées avec des bon évidemment je ne peux pas vous donner Non, non, bien sûr, mais d'informations c'est pour comprendre, particulières et j'espère bien qu'on va arriver très vite maintenant avec le parquet national financier qui est notre partenaire dans ce domaine-là, à des sanctions très très lourdes grande. pour que, ces pratiques cessent. Parce Incroyable. que c'est vraiment en termes de, je dirais, ce qu'on appelle l'intégrité de nos marchés, c'est catastrophique et c'est en plus, voilà, utilisation de la corruption, utilisation de tout Bien un sûr, tas de bien sûr. choses qui pourrissent et gangrènent le bon fonctionnement d'une économie. Surtout que ça, c'est des personnes qui, s'attaquent à des entreprises qui ont été, homologuées en fait, AMF, qui sont, Ça peut arriver, c'est-à-dire que effectivement, parfois, ces personnes, utilisent la corruption pour aller récupérer de l'argent auprès, par exemple, des incroyables. conseils. Donc ça peut être les banques conseils, ça peut être les avocats et cetera et donc qui sont des interlocuteurs pour nous, qui sont parfois des entités que nous réglementons et qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe, hein, c'est pas volontaire. D'accord. Parfois, ils utilisent le hacking aussi, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les informations dans les systèmes d'information. Donc on a un nouveau texte européen d'ailleurs qui fait de nous les contrôleurs de la résilience des entreprises réglementées en termes de cybersécurité. Texte nouveau qui vient d'entrer en vigueur, mais effectivement, voilà, c'est des sujets qui sont très graves, et sur lesquels effectivement il faut absolument qu'on arrive à taper très fort pour que ça s'arrête. Et il y a une petite particularité dans l'échange, dialogue, c'est que l'invité me pose à son tour, quelques questions. Oui. Alors je vous écoute. Alors j'ai vu que vous vous intéressiez beaucoup à la finance durable. Un petit peu, Oui. je connaissais pas du tout. Donc vous avez envie de mettre vos économies plutôt dans des choses dites durables que, sans vous poser trop de questions finalement, c'est ça? Ben, en fait, moi, j'ai découvert, cet univers, en interviewant un autre invité qui a un fonds d'investissement, heu, dans la finance, enfin, dite durable. Et en fait, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que pour moi, c'était complètement antinomique, le mot finance et responsable ou durabilité dans la même D'accord. phrase. Mmh. Parce que quand on pense, finance, on pense, rentabilité, finance, institutionnelle plus. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça passionnant. Mmh. Et donc moi, j'essaie, dans les économies que j'ai, Oui. justement de demander parce qu'au départ, je disais: «Bah, oui, oui, faites ci, faites ça, Mmh. je vous fais confiance». Et maintenant, j'essaie vraiment de m'intéresser plus Oui. pour savoir où va mon argent, C'est bien. de savoir si ça finance pas des énergies fossiles, Mmh. de savoir justement ce dont on parlait, Donc tout vous êtes à en train l'heure, de découvrir le pouvoir de la finance. exactement. Ouais et votre pouvoir d'ailleurs, Voilà. c'est votre argent, hein? Bah, voilà. Et Mmh. je trouve ça génial de pouvoir démocratiser tous ces sujets
et comme vous l'avez si bien fait jusqu'à présent, parce que ça permet à des personnes lambda qui ne sont pas du tout de ce milieu-là de comprendre, d'être sensibilisés. Et ça montre aussi qu'on a tous notre rôle à jouer. Et comme vous le disiez, si ça vient du client, l'entreprise, la banque s'adapte et fait en fonction de la demande. Et donc, je trouve ça C'est très sûr. chouette de En pouvoir fait, c'est jouer. vous qui avez le pouvoir. Ouais. C'est important que vous ayez ça en tête parce que on a l'impression que la finance, c'est une espèce de bulle ou de À d'allô part, qui est quelque part. Mais non, Mm. c'est votre argent. Mm. Ce sont des prestataires qui sont à votre service. Et donc, c'est vous qui pouvez voter avec vos pieds, hein, ou plutôt avec votre chéquier, quoi qu'on n'utilise plus beaucoup le chéquier de nos jours, mais avec votre appli. Ouais. Et donc, c'est important que vous vous disiez, qu'est-ce que je veux faire avec mon argent? Ça, c'est vraiment une démarche formidable. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est un peu dommage que ça soit pas plus accessible, que les personnes Non. attendent d'avoir une rencontre finalement pour se rendre compte qu'elles ont ce choix. Mais ce choix, c'est votre choix. Vous avez C'est ça. une concurrence énorme de gens en face de vous et vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Hein. C'est Mais vous c'est qui ça. décidez. Mais à ma décharge, je trouve que les conseillers, spontanément, ne vont pas orienter spécialement vers un investissement plus responsable, plus durable. On va Mmh. pas nous montrer tellement quels sont les choix. Alors, c'est vrai que on va pas rentrer dans la Non, non, non. réglementation, mais en réalité, ils devraient vous poser la D'accord. question. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir un banquier ou un conseiller financier, vous dites: «J'ai, un peu d'argent à placer», doivent recueillir vos préférences d'une manière générale. Est-ce que vous voulez un peu de risque, pas beaucoup de Oui. risque, et cetera? Et à un moment, ils doivent vous dire: «Est-ce que vous avez envie de faire un investissement durable?» Bon, et donc si la question vous est pas posée, parce que c'est une infraction. Bon, Peut-être qu'elle m'a été posée, mais pour oui. moi, c'était flou. Vous avez Un pas investissement voilà. durable, je savais pas ce Après, que c'était. pour vous donner un exemple malheureusement de fait que la réglementation est Mmh. parfois un peu compliquée, si vous dites: «Oui, je suis intéressé à faire un investissement durable», dans l'état actuel des choses, la réglementation oblige la personne à vous demander quel est le degré d'alignement que vous souhaitez à la taxonomie. Et là, si vous êtes capable de répondre, vous avez le prix Nobel tout de suite Ah oui, de f ou le je repasserai. donc, évidemment, on a voulu effectivement s'assurer qu'on vous posait les bonnes questions, mais en réalité, on a peut-être un peu trop compliqué le sujet et ça va être un sujet sur lequel on va travailler. OK. Mais effectivement, c'est bien que vous soyez, vous avez pris le pouvoir sur votre argent, ce que chacun d'entre nous devrait faire, et vous avez décidé effectivement de faire des choix, voilà, qui sont vos choix. Et sinon, qu'est-ce que j'aurais envie de vous poser comme question? Bah, alors Oui. donc, dans votre podcast, au fond, vous faites ce podcast, qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens qui vous écoutent? Alors en fait, le podcast qui s'appelle Dialogue de l'inclusion et de la RSE, je souhaite mettre en lumière des personnalités qui sont influentes sur toutes ces thématiques-là, Oui. qu'on soit des personnalités comme vous dans le milieu de la finance et des hautes sphères de prise de pouvoir, comme des artistes, comme des personnes qui travaillent peut-être dans la mode, mais le dénominateur commun, Mmh. c'est qu'il y a de l'impact. Oui. Et moi, c'est ça qui me drive au quotidien et que je trouve hyper intéressant, c'est que ce soit l'impact soit dans la mode responsable, dans la finance durable. Ça va être, par exemple, avec un humoriste avec qui j'ai parlé de handicap. On va parler d'inclusion, d'égalité homme-femme avec Louis Schweitzer, par exemple. Je trouve qu'il y a toujours la notion d'impact et de qu'on puisse mesurer aussi que notre action est positive. Et ça, je trouve ça chouette parce que quel que soit le type d'invité, quel que soit le secteur et le niveau de poste, je trouve qu'on a toujours cette envie de faire avancer les choses. Et moi, au départ, je sensibilisais plus au handicap suite à mon accident sur les réseaux sociaux. Oui. Mais je trouve que c'est important de s'ouvrir et qu'en fait, on peut faire évoluer les choses, quel que soit le secteur, pour un environnement plus accueillant, pour un peu un mieux vivre ensemble pour tous, quoi. Donc c'est ça qui me pousse au quotidien et j'espère, Formidable. voilà, et j'espère que les personnes qui écoutent, que ça pourra les aider aussi dans leur quotidien. Dans leur choix. Mais c'est vrai, Dans leur l'impact, choix c'est aussi. très important. D'ailleurs, en fait, c'est le nom de notre plan stratégique, hein. On a D'accord, fait OK. Impact 2027 parce qu'effectivement, on s'est dit, sur les objectifs qu'on s'est fixés, y compris promouvoir la finance durable, hein, on Ouais. en a beaucoup parlé, on veut
vraiment à chaque fois que notre action ait de l'impact. Parce que d'abord, on est une entité publique, donc on est financé sur de l'argent qui est prélevé sur la place financière, mais qui est en fait des fonds publics. Et donc, chaque euro qu'on utilise, il faut qu'il ait un impact. Bien Et sûr. qu'il ait un impact, si possible, positif sur l'intégrité, sur de la finance, évidemment, sur la protection des investisseurs, mais aussi sur la finance durable et sur l'innovation aussi. On n'a pas parlé de ça, mais on essaye aussi d'accompagner beaucoup l'innovation. Mais c'est vrai que c'est important. Et je pense que les échanges que vous avez, ils vous montrent que quand on fait un métier, il faut aussi qu'on se sente aligné avec ses convictions propres. Et donc, c'est important que vous puissiez, en effet, mettre en évidence que dans le monde de la finance, dans le monde de la mode, dans des univers qui ne sont pas forcément Même très de la connus tech en ou public, ouais. de la tech, il y a plein de catégories de gens. Il y a aussi des gens qui essaient de faire bouger les choses, en fait, faire bouger les choses dans le bon sens. C'est Exact important, c'est bien de faire ça. exactement. Merci. Alors, moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Et ben, il fut un temps où j'aurais dit, dans 10 ans, je serai à tel endroit, j'aurai tel appart dans tel arrondissement avec, un mari et 2 enfants et en fait, on se rend compte que la vie a toujours plus, d'imagination que nous et donc Vous aurez 3 enfants. Non. non et donc j'ai pris, pour habitude de plus trop prévoir Oui, et de vivre un peu au jour le jour. Donc ce n'est pas que j'esquive la question, mais c'est que vraiment je me projette d'accord. pas du Bah, tout. vous serez patronne d'un grand média. D'accord, bah, écoutez, je me le souhaite et Je souhaite en tout cas. Peut-être. merci Marianne. Moi, j'ai quelques dernières petites Oui, questions pour vous, parce qu'on a beaucoup parlé de sujets sérieux, de c'est vrai. finances, et cetera. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Quand vous n'êtes pas dans ce Alors là, milieu? par exemple, ce soir, là, si j'ai le temps, je vais descendre en bas et je vais aller au salon du dessin parce que j'aime bien aller voir des expos. Alors là, j'en ai une sous ma fenêtre depuis le début de la semaine, donc j'espère y aller avant que ça ferme. Trop chouette. Donc, bah, je fais un peu, enfin, je dirais, je fais un peu ce que font tout le monde. J'adore aller au cinéma, j'adore aller voir des expos. J'ai toujours, dans tous les boulots que j'ai eus, et j'ai eu des boulots où j'avais vraiment zéro temps pour moi, mais je prenais toujours le temps. Bon, ça m'occupait un peu de mes enfants quand même, hein, les C'est pauvres. Fallait bien que de temps en temps ils voient leur maman. Mais, mais aussi, j'ai toujours essayé de garder un peu de temps pour aller voir des expos parce que j'ai toujours trouvé que c'était dans ces moments-là que je me ressourçais et que ensuite je pouvais repartir à 100 à l'heure OK. avec des idées nouvelles et parfois en ayant trouvé des solutions parce que j'ai fait autre chose pendant 1 heure ou pendant 1 heure et demie. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on a toujours, l'habitude d'être, focus dans ce dont on a Oui. l'habitude, de Mais faire. Mais mais ouais, de temps en temps, il faut vraiment changer d'univers. Changer déconnecter, quoi. d'univers, aller au musée du Moyen Âge, où vous voyez, tout à fait autre chose, un autre Mmh. monde. Vous allez voir Jérôme Bosch, vous vous rendez compte que nous, on est très rationnels et qu'à l'époque, il y avait, des monstres et des démons partout, c'était normal, OK. voilà. Et donc ça vous aide Ouvrir, à sortir un peu le nez du guidon. Ce qui est très important. Puis, il faut aussi cultiver ses passions et ses centres d'intérêt parce que effectivement, nous sommes tous des êtres pluriels. Nous avons sur ce que nous faisons dans notre boulot et puis nous avons la personne que nous sommes, en jogging informe le dimanche matin avec surtout pas envie de croiser quelqu'un qu'on connaît quand on va acheter sa baguette de pain. On est, éventuellement, on a des dans la vraie parents avec qui on a une certaine relation, on a des amis. Il faut bien sûr. surtout pas perdre, ses amis, hein, c'est très important de garder un peu de temps pour ceux qu'on aime et ceux qui nous entourent et qui sont aussi capables de vous dire de temps en temps des choses que personne d'autre ne vous dira. Exactement. Et puis lire, c'est très important parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, hein, moi aussi bien sûr, sauf que le cerveau n'arrive plus à se poser. Donc il faut de temps en temps Déconnecter un re-rentrer petit dans le peu. raisonnement de quelqu'un d'autre, accepter un peu de lenteur, accepter de vivre la vie d'un paysan indien du 19e siècle qui sera dans le bouquin que vous êtes en train de lire et cetera et c'est voilà, c'est D'ailleurs, quel est le dernier livre qui vous a vraiment, marqué? je viens de finir le nouveau livre de Vanessa Springora qui s'appelle Patronyme, D'accord. que j'ai trouvé incroyable. C'est Donc une vous espèce recommandez? de ouais, que je recommande, c'est une espèce de quête familiale, OK. de se pencher sur l'histoire familiale et cetera, qui est très perturbante parce que tout d'un coup, on se met à se dire: «Mais en fait, effectivement, Ça c'est peut quoi m'arriver, l'histoire familiale? Qu'est-ce qu'il y a derrière?» et cetera.
et qui est en même temps une manière pour elle, on voit et elle le décrit extrêmement bien, une manière, incroyable de se réapproprier une histoire qu'elle connaissait pas, mais qu'elle découvre petit à petit et voilà, de re o et on traverse l'histoire du XXe siècle grâce à ça, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Je vais vous remercier pour ce beau moment d'échange. J'espère que je vous ai fait faire, un petit peu une petite déconnexion de votre, C'est sûr, activité, pas vraiment des dialogues auxquels je suis habituée, voilà, on n'était pas sur, comment marchent les fonds de dette et comment ils sont valorisés. oui, Mais, bon ça je pourrais pas vous aider, avec ça. Et bah, je vous remercie beaucoup Marianne et merci, merci à vous. n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé l'épisode et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.